Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce samedi à Addis Abeba, en Éthiopie, avec ses pairs, au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ils ont planché sur la réforme institutionnelle de l'UA, notamment le financement de l'Union africaine. Le programme Eau pour tous est en marche. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier de 15 forages équipés de pompes à motricité humaine d'un coût de 97 millions de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique a procédé à la remise de ces ouvrages dans un village situé dans la sous-préfecture de Méaki. Discop 2018 vient de refermer ses portes en Afrique du Sud. Le plus grand marché africain du film et de l'audiovisuel regroupant les professionnels du continent a rassemblé plus de 1500 participants issus de 70 pays dont la Côte d'Ivoire, représentée par la RTI et par le ministre ivoirien de la Communication. Enfin, à Madagascar, les anciens présidents Andry Rajoelina et Mak Ravalomanana sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle. Ils iront au second tour prévu le 19 décembre prochain. Aucun des deux candidats n'a obtenu les 50% des voix nécessaires pour l'emporter au premier tour. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlons cinéma aujourd'hui avec une artiste comédienne. C'est un visage que vous connaissez, Nakissi Savané, présidente du Festival international du film des lacs et lagunes. L'édition 2018 vient de s'achever après 5 jours de projection éclatées dans différentes communes d'Abidjan et des Grands Bassins. 33 films étaient en compétition. Nous parlerons donc des prix du Festival, des innovations et des retombées pour le 7e A ivoirien. Bonsoir Nakissi Savané. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Merci. Alors, c'est la 7e édition du Festival cette année et l'édition 2018 est consacrée aux femmes. Pourquoi les femmes? Tout à fait. Cette année, nous avons voulu parler des femmes dans le métier du cinéma, parce que très souvent, quand on parle de cinéma, on parle que de celles qui sont devant la caméra. Je me réjouis ce soir de voir qu'il y a des femmes, toute l'équipe de cette émission est dirigée par les femmes. Donc, pour dire qu'il y a des femmes derrière la caméra et que le cinéma est vecteur porteur de métiers, beaucoup de métiers. D'accord. On en saura donc davantage un peu plus sur le festival et sur son apport, surtout au cinéma ivoirien. Et cela dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Madame Nakissi Savané. Tout à l'heure. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce samedi à Addis Abeba, en Éthiopie, avec ses pairs au 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ils ont planché sur la réforme institutionnelle de l'organisation continentale, notamment le financement de l'Union africaine, la composition de la commission et les modalités de nomination de ses membres. Viviane Aïmé est notre envoyée spéciale à Addis Abeba. Si la question de l'autonomie financière de l'Union africaine a été maintes fois soulevée, tout comme les difficultés rencontrées par la Commission, l'organe administratif de l'Union africaine, pour conduire la mise en œuvre des orientations et des décisions prises par la conférence des chefs d'État, c'est bien la première fois qu'un sommet extraordinaire se réunit au siège de l'Union africaine sur ces questions qui, non résolues, empêchent l'organisation panafricaine d'être opérationnelle et efficace face aux défis que représentent l'insécurité, les guerres, la pauvreté sur le continent africain. Le sommet a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, arrivé la veille à Addis Abeba, avait souligné tout l'intérêt qu'il accorde à la question de l'efficacité et de l'autonomie financière de l'Union africaine. Dans sa présentation d'ouverture, le président de la Commission, Moussa Faki Mahama, a plaidé pour que des décisions concrètes soient prises par le sommet. Le renforcement des sanctions à l'encontre des États qui ne sont pas à jour de leur contribution au budget de l'Union ouvre la voie à une action plus déterminée en ces domaines. Dans le même esprit, il est impératif que le processus engagé pour la détermination du nouveau barème de contribution soit parachevé en février 2019, comme proposé par le Conseil exécutif. Le président en exercice de l'organisation, le président rwandais Paul Kagame, pour sa part, a invité le sommet à taire les controverses
et a parlé d'une seule voix, rappelant la mobilisation exemplaire de l'Afrique pour le poste de secrétaire général de la francophonie. Je tiens à vous remercier. C'était grâce à votre appui sans faille qui a assuré le succès de votre candidat à la tête de la francophonie, la victoire de Louise Mushikiwabo. Encore une fois, ceci démontre que lorsque nous sommes unis, rien n'est impossible au continent. Occasion aussi pour le président en exercice de l'Union africaine de faire une adresse à l'intention du président Ali Bongo Ondimba, dont le pays, le Gabon, est membre de la francophonie. Nous souhaitons à notre frère, le président Ali Bongo, une guérison rapide ainsi que la stabilité pour son pays, le Gabon. La cérémonie d'ouverture a ensuite fait place au huis clos des chefs d'État et de gouvernement. Ce 11e sommet extraordinaire d'Addis Abeba, on peut le dire, est un bon départ pour une résolution effective du blocage financier et opérationnel de l'Union africaine. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, les marines françaises et ivoiriennes renforcent leur coopération. Un exercice dénommé Grand Africain Nemo pour renforcer la sûreté maritime dans le golfe de Guinée s'est déroulé au large de San Pedro. La manœuvre a pour but de renforcer les capacités des marins ivoiriens dans la lutte contre la piraterie et la pollution. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est aux côtés de 14 pays que la marine ivoirienne a participé à la première édition de l'exercice d'ampleur du Grand Africain Nemo. Et il s'agit d'un exercice de coopération opérationnelle initié et piloté par la France ayant pour finalité de contribuer à la liberté de naviguer dans le golfe de Guinée en renforçant la coordination de la lutte contre l'insécurité maritime. Les patrouilleurs ivoiriens, l'Émergence et le Bouclier se sont pour l'occasion entraînés avec des navires de puissance militaire étrangère. Aider à consolider l'architecture de sécurité maritime dans le golfe de Guinée, soutenir les pays partenaires africains, apporter un support à l'ensemble de la chaîne régionale de sécurité et offrir l'opportunité de réunir en cohérence les différents acteurs ont constitué les enjeux de l'exercice. Donc ça c'est un type de scénario, c'est le scénario pêche illicite. Nous avons joué ensuite le scénario bâtiment piraté, donc là il s'agissait plutôt d'une reprise de vive force. Donc par une équipe de visite ce coup-ci, mais constituée plutôt d'une force spéciale qui seront capables d'embarquer de vive force sur un bâtiment piraté. Également un scénario de pollution maritime, donc là pour le coup le Mistral simulait un bâtiment qui avait fait une pollution, où nous avons également fait l'exercice de recherche et sauvetage en mer, donc liaison avec les centres de commandement à terre, les centres régionaux qui interviennent, coordination des moyens. Ce sont vraiment des scénarios qui font finalement que l'exercice est un exercice de synthèse et d'ampleur en matière de sécurité maritime. Au profit du Grand Africain Nemo, la marine ivoirienne a renforcé les capacités de ses hommes dans la lutte contre la piraterie, la pollution, la relocalisation, le suivi des navires, l'assistance à des navires en difficulté et le sauvetage en mer. Le Bouclier et l'Émergence se sont entraînés avec les navires français à 30 nautiques de côte de San Pedro. Nous prenons maintenant la direction de la 3e région militaire de Bouaké qui s'ouvre au grand public. C'est la 2e série de dialogues civilo-militaires initiée par la Fondation Sorrenti et ses partenaires. Cette activité vise à rapprocher et à restaurer surtout la confiance entre les populations et les hommes en tenue. Charles Tatou. Dialogue civilo-militaire, un débat ouvert à tous les acteurs de la vie socio-professionnelle. À travers cette activité, la Fondation Sorrenti et la Friedrich Ebert veulent contribuer à la consolidation de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité du pays. Ce qui est connu clairement, c'est que les forces de sécurité et de défense sont là pour protéger la population. Mais aujourd'hui, compte tenu des différentes crises, les populations ne se reconnaissent plus trop en ces forces de défense et de sécurité. D'où l'idée donc de travailler à restaurer cette confiance pour montrer aussi à cette population-là que les forces de défense et de sécurité sont là réellement pour leur sécurité. Thème de cette rencontre d'échange, la réforme des forces armées,
Quels bénéfices pour les populations? L'animateur principal du débat, un ancien spécialiste des questions militaires, Lamoussa Kone Lassina, colonel-major à la retraite. Il a éclairé le public sur les causes et les enjeux de cette réforme. Il faut qu'il y ait des relations informelles déjà au niveau individuel entre civils et militaires. Ensuite, au niveau des institutions, l'institution militaire et la société civile, il faut qu'il y ait des actes forts. Ce sont ces actions-là qui peuvent rassurer le civil parce que le lien armée-nation a été brisé. Il faut qu'on rétablisse ces liens-là. L'aspect qui m'a marqué, ça veut dire qu'il a parlé un peu du comportement de la population vis-à-vis de l'armée et du comportement de l'armée vis-à-vis de la population. Ça vraiment, ça m'a marqué. J'avoue que cette rencontre a été très enrichissante pour nous parce qu'elle a permis de connaître un peu le rôle de l'armée dans toute son entièreté. Après Bouaké, ce sera Korogo pour la seconde étape de ce dialogue civilo-militaire. Et les populations peuvent aussi se réjouir puisque la promesse du gouvernement d'améliorer le taux d'accès à l'eau potable à 95% d'ici à 2020 se concrétise. Le programme Eau pour tous est en marche. La Côte d'Ivoire vient justement de bénéficier de 15 forages équipés de pompes à motricité humaine d'un coût de 97 millions de francs CFA. Le ministre de l'Hydraulique a procédé à la remise de ces ouvrages à Norbert Carrefour. C'est un village situé dans la sous-préfecture de Méagui. Sam Conan, correspondant à San Pedro. Dame Kwasi Adjoua Yvonne a recours à l'eau de pluie pour son ménage, comme les autres femmes du village de Norbert Carrefour. Chaque matin, à l'aide de sa puisette, elle remplit ses récipients. On prend pour cela, on prend pour préparer. C'est pas propre, non, c'est débrouille avec ça. On veut qu'ils n'ont qu'à nous donner l'eau propre. On n'a pas l'eau propre pour boire. Cet appel a été entendu par le gouvernement. Une pompe à motricité humaine à Norbert Carrefour, la joie des populations. Et cette pompe villageoise est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil de l'Entente. Toute notre gratitude et notre reconnaissance au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour son soutien inlassable à notre organisation sous-régionale, j'ai nommé le Conseil de l'Entente, dont la mission principale et d'œuvrer pour la paix par l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'eau, c'est la vie et sans l'eau, il n'y a point de développement. Le ministre de l'Hydraulique, en inaugurant cette pompe, a fait cette annonce. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de cet appui du Conseil de l'Entente. Autour du programme Eau pour tous, il est prévu l'entretien et la maintenance de l'ensemble des pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire. En outre, d'ici quelques mois, ce sont environ 6 000 forages alimentés par des systèmes solaires qui seront réalisés dans les 31 régions de notre pays. Ce sont au total 15 pompes villageoises dans 3 départements, Abouasso, Dabakala et Méagui, qui sont remises à la Côte d'Ivoire par le Conseil de l'Entente dans le cadre du programme pilote d'hydraulique villageoise du Conseil de l'Entente. Et on s'intéresse toujours à votre santé dans ce 20h. Comment éviter le diabète? Ou pour tous ceux qui sont déjà diabétiques, quel régime suivre? Comment vivre avec cette pathologie qui est à l'origine de plus de 5 millions de décès dans le monde? Notre reporter Soro Corona a rencontré un spécialiste pour vous. Suivons son reportage. Abiba, la cinquantaine révolue, vit depuis 10 ans avec le diabète. Depuis le 14 3e mois 2008 que j'ai constaté que j'ai le diabète. Maintenant, là, j'ai fait un examen de contrôle par mois. En plus de ce traitement, Abiba pratique régulièrement le sport. C'est même le secret de son embonpoint. Le vrai médicament du diabète, même, c'est le sport. Quand je commence à prendre un peu de poids, ça commence à monter. Donc, je fais l'effort de ne même pas grossir. Pratique régulière du sport, un moyen pour vivre avec son diabète. Une maladie due soit à l'incapacité du pancréas à produire l'insuline en quantité, soit à l'incapacité de l'organisme à utiliser cette insuline produite par le pancréas.
avoir une activité physique régulière. Et en plus de cela, il y a un traitement qui est médicamenteux par la prise d'antidiabétiques oraux ou alors par l'injection d'insuline. En Côte d'Ivoire, le diabète est un problème de santé publique. 5 personnes sur 100 font le diabète. À ces malades, un régime alimentaire particulier. Il y a certains aliments interdits à la personne de consommer. Le soir, il faut manger un peu plus tôt. Autour de 19 h, il faut manger. Là, tu as le temps de digérer avant de dormir. Suivi du traitement et du régime alimentaire approprié, en plus de la pratique régulière du sport, des moyens pour vivre avec le diabète. Cette maladie métabolique est responsable de plus de 5 millions de décès par an dans le monde. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire est reconnaissante au gouvernement ivoirien, notamment pour l'accès à la fonction publique, l'école spécialisée pour les enfants avec handicap. Cependant, la Confédération souhaite davantage de droits et d'attention pour les personnes et, si vous voulez, les enfants vivant avec un handicap. On en sait plus avec notre reporter Ouattara Walter. Mobiliser de nouveaux appuis nationaux en matière de handicap et souhaiter de meilleures pratiques en faveur des personnes vivant avec handicap, c'est le combat que s'assigne la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COPHCI. Cette organisation salue les efforts déjà consentis par le gouvernement ivoirien, mais elle souhaite davantage de droits pour les personnes vivant avec handicap, surtout pour les 50 000 enfants dans cette situation qui frappe à la porte des écoles. La question de l'employabilité des personnes handicapées est une réalité. Une personne handicapée, quoique ayant des diplômes, vraiment a d'énormes difficultés pour avoir un emploi. On a eu la faveur de l'État qui allait dans ce sens-là afin de nous accorder le document dérogatoire. Il faudrait que la question de l'accessibilité soit abordée de manière franche et que déjà les structures publiques telles que les banques, les hôpitaux et autres là, intègrent dans leur plan de développement la question de l'accessibilité. Revendiquant plus d'1 million de membres répartis sur l'ensemble du pays, la COPHCI vient de restituer les informations relatives aux droits des personnes handicapées. Essentiellement, il s'agit des assistances souhaitées et divulguées lors de sa participation au sommet mondial sur le handicap en juillet dernier à Londres, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, la communauté internationale est plus que jamais motivée à s'impliquer dans des actions en faveur de l'inclusion des personnes handicapées. Longtemps, les personnes handicapées ont été marginalisées. Aujourd'hui, il y a un mouvement international qui se lance en faveur de l'inclusion et cela est à saluer. L'une des activités les plus marquantes de ce sommet reste la signature de la Charter for Change. Ce document d'une page donne des directives précises sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont un point signale que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérente à la personne humaine. Du côté de Yopougon, les populations du quartier Ouassakara sont encore sous le choc. Une partie d'un immeuble R+4 s'est effondrée, occasionnant d'énormes dégâts matériels. On ne déplore heureusement d'ailleurs aucune perte en vie humaine, mais un habitant a été blessé. À l'origine de cet effondrement, la vétusté du bâtiment selon les victimes. Abou Sanogo pour le témoignage. Grosse frayeur dans la commune de Yopougon-Ouassakara, Nouveau-Sable. Un pan d'un immeuble R+4 comportant une dizaine d'appartements s'est partiellement effondré en début de soirée. Les victimes décrivent l'état du bâtiment vieux de plusieurs années. J'étais en haut de dalle ici en train de prendre thé. Un coup, j'entends des grains de cailloux qui tombent. Un coup, ça casse. Ça arrive à un niveau de 1 mètre. Après, mon petit frère est monté. Il dit, l'immeuble est en train de tomber. Il faut évacuer les gens, quoi. Quand on a fini d'évacuer les gens, en même temps, c'est descendu un coup. C'est une vieille maison, c'est fatigué. Et puis, c'est pas solide. Depuis longtemps, les tailles, ça se dégrade pour tomber sur les tôles. Depuis 18 heures, ça a commencé à tomber. Heureusement, à la maison ici, on n'a pas eu de victimes. Mais actuellement, on ne peut pas dormir. État, il y a même un démoli pour enlever ici. Parce que ça, là, ce n'est pas un coin où on construit un étage comme ça. Ça, ce n'est pas un étage. Ça, c'est carton. Les décombres ont occasionné d'énormes dégâts matériels. Les habitations juste dans l'immeuble ont fait les frais. Bilan, un blessé. Aucune perte en vie humaine. J'ai une nièce qui était dedans. Parce qu'elle se couche très tôt. Donc il y a mon neveu qui est là, qui l'a enlevé. Dès qu'il est sorti, c'est là, le deuxième est tombé. Oui, elle est touchée au niveau des genoux, on l'a envoyé à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers de l'Indénié
et le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO, dépêchés sur les lieux ont porté assistance aux victimes qui, encore sous le choc, attendent d'être relogées et dédommagées. Et loin d'Abidjan, les familles des 8 victimes de l'incendie meurtrier survenu dans la nuit du 21 au 22 août dernier au quartier Konankro, château de Divo, ont reçu la visite d'une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les émissaires du ministère de la Solidarité ont exprimé la compassion du gouvernement aux familles éplorées et toutes ces familles ont reçu plus de 5 millions de francs CFA pour faire face aux charges funéraires. Moussa Koulibaly, Abou Sanogo. Une poignée de main pour apporter du réconfort. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale conduit par son directeur général à Divo dans le quartier Konankro-Château pour exprimer la compassion du gouvernement aux familles des 8 victimes de l'incendie meurtrier. Ce soutien se traduit par une enveloppe de plus de 5 600 000. En pareille situation, la famille a plus besoin de cette solidarité pour que la veuve surtout puisse remonter la pente. Malgré la douleur, la veuve Nguessan Chantal a eu des ressources pour exprimer sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement pour tous les efforts après le drame. Il faut dire que depuis ça s'est passé, ils ne nous ont pas laissé. Ils sont tout le temps là, ils ne nous ont pas laissé. On leur dit merci. C'est dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 août dernier qu'un incendie s'est déclaré au domicile de Bayo Yves. Bilan d'importants dégâts humains et matériels. Tous les 8 occupants de la maison ont perdu la vie. La Côte d'Ivoire est partie prenante au programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable, entre autres la faim zéro, l'éducation et l'énergie. Une rencontre s'est donc tenue dans la commune du Plateau, ici à Abidjan, pour mobiliser et sensibiliser le secteur privé sur les ODD. Grâce Kando. En septembre 2015, les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme comprend 17 objectifs de développement durable. Il s'agit entre autres de sécurité alimentaire, d'éducation, de santé maternelle et d'énergie. Pour mobiliser et susciter l'engagement du secteur privé ivoirien dans l'atteinte de ces objectifs, la Direction générale de l'environnement et du développement durable a initié une rencontre. Ces assises sont donc l'occasion d'échanges sur les acquis, les leçons apprises, ici comme ailleurs, afin de booster l'engagement de nos partenaires du privé, petits comme grands, à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire à travers les différentes stratégies. La mise en œuvre de ces ODD nécessite d'énormes ressources financières que les États, à eux seuls, ne pourront dégager. C'est en cela que la contribution du secteur privé est déterminante, je dirais même primordiale, en raison de sa capacité à créer la richesse à travers la création d'emplois. Les objectifs de développement durable ODD sont désormais le principal cadre de référence pour les politiques et les programmes de développement nationaux. Il appartient à chaque pays de les prioriser en fonction de leur réalité locale. Au chapitre politique, le Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, vient de rencontrer le roi de Nzema Kotoko suite aux incidents survenus dans la ville de Grand Bassam après les élections municipales et régionales du 13 octobre dernier. Il invite l'ensemble de la population au respect des institutions, gage de cohésion sociale. Hors de la Côte d'Ivoire, Madagascar, les anciens présidents André Rajoelina et Mac Ravalomanane sont arrivés en tête du premier tour de la présidentielle malgache. Ils se qualifient ainsi donc pour le deuxième tour et selon la commission électorale, aucun des deux candidats n'a obtenu les 50% des voix nécessaires pour l'emporter immédiatement. Le second tour est prévu le 19 décembre prochain. Et je vous le disais en titre, Discop 2018 vient de refermer ses portes en Afrique du Sud, le plus grand marché africain du film et de l'audiovisuel regroupant les professionnels du continent, a rassemblé plus de 1500 participants issus de 70 pays, dont la Côte d'Ivoire. Et notre pays était représenté par la RTI et par le ministre ivoirien de la Communication, Abou Sanogo. Le Discop,
Le plus grand marché africain de production et de contenu audiovisuel du continent a pris fin vendredi à Johannesburg. Il a vu plus de 1500 participants venant de 70 pays, au rang desquels la Côte d'Ivoire qui était représentée par la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Pour soutenir l'équipe de RTI Production qui était venue présenter ce qui se fait de mieux en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Sidi Touré, le directeur général de la RTI Amadou Bakayoko, ainsi que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud étaient au Discope Johannesburg 2018. Le ministre de la Communication Sidi Touré, après avoir fait un tour de cette exposition et du stand de la Côte d'Ivoire, s'est félicité de sa présence à ce grand rendez-vous. Je suis heureux de me retrouver ici en Afrique du Sud pour participer au Discope, qui est le marché des contenus, et surtout avec la RTI, notre télévision nationale. Avec beaucoup de plaisir, nous découvrons que la RTI a définitivement engagé sa transformation. La RTI surtout est dans un exercice de qualité et se confronte à ces acteurs internationaux. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous découvrons cette potentialité de notre chaîne nationale et nous sommes là pour lui dire à toutes les équipes de la RTI que nous sommes avec elles et que nous allons les soutenir dans toutes leurs initiatives. Ceci se situe dans un contexte qui est l'ouverture du marché prochain, le marché de la TNT en Côte d'Ivoire et la RTI qui doit jouer un grand rôle dans cette ouverture, évidemment dans la démarche qu'il faut que nous allons constater d'ailleurs. En tout cas, félicitations à la RTI et nous sommes très heureux de notre participation au Discope. Sidi Touré et la délégation ivoirienne ont également eu l'occasion de visiter la SABC, l'équivalent de la RTI en Afrique du Sud, puis ont eu des échanges avec le directeur général de la radiodiffusion télévision sud-africaine. Visite qui a permis une séance de travail entre les deux parties au cours de laquelle la SABC et la RTI ont manifesté leurs intentions d'approfondir leurs relations qui devraient déboucher sur un protocole d'accord et qui devrait être signé au plus haut niveau après que les experts en la matière de la SABC et la RTI ont défini un cadre clair de cette collaboration entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Il est de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'absence pour raison d'exil après la crise post-électorale. Sidiki Bakaba, ancien directeur du Palais de la Culture d'Abidjan, acteur, réalisateur, metteur en scène, est célébré actuellement par le monde scientifique. Un colloque international est organisé par le groupe de recherche en art du spectacle. On en sait plus avec Franck Quadio. Cette attitude caractéristique, le verbe toujours haut et la voix de Stentor, il l'a toujours. Sidiki Bakaba, même quand il dit une portion de test de Bernard Dadier, extraite de Béatrice du Congo. Il est de retour après plus de 7 années d'exil suite à la crise post-électorale. Sidiki Bakaba, acteur, réalisateur, metteur en scène et scénariste ivoirien, répond à l'invitation du groupe de recherche en art du spectacle. Être invité par des hommes de culture, les hommes qui ont cette mission noble de transmettre et qui m'ouvrent symboliquement un lieu qui est ici, l'université portant le nom de Félix Houphouët-Boigny. Je suis heureux que mon retour, le premier pas que je pose en Afrique après 7 ans dans mon pays, ce soit ici. Des universitaires qui organisent un colloque. La thématique, Sidiki Bakaba, un engagement au service des arts du spectacle africain. Réhabiliter Sidiki Bakaba, c'est réhabiliter le théâtre ivoirien de l'INA jusqu'à l'INSAC et de 1972 jusqu'à 2018. Parce que Sidiki Bakaba, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il fait partie avec les Bienvenus Neba, les Biti Moro, des pionniers qui ont fait du théâtre ivoirien un pôle d'attraction de toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Style Bakaba, il a la diction naturelle même du texte dramatique et la manière africaine de jouer sur la scène. S'il est l'objet des attentions de ces grosses têtes, ce n'est pas de façon fortuite. Il aura impacté 40 ans durant une génération d'acteurs et suscité bien de vocations. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai cette opportunité de pouvoir exercer un métier que j'aime, de penser, de réfléchir, de chercher à savoir, à disséquer, à mettre en scène. Tout ça, c'est grâce à Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba, à nouveau sur la terre des Burnis, un acte fort
Même pour une dizaine de jours, l'acteur obligé de repartir pour raison familiale, une présence cependant saluée. En faisant le pas vers votre pays, vous montrez, chers frères Sidiki Bakaba, chers aînés, chers monuments de notre culture, que les chemins de la culture et des arts s'ouvrent sur les lumières et les fraternités retrouvées. En ce moment où les bras de la nation sont ouverts à tous, il est heureux que nous retrouvions l'icône que vous symbolisez. On est à mesure même de rendre notre pays, sur notre entourage stable. Et ça va être notre mission, nous autres qui sommes rentrés au pays. Et c'est pourquoi je salue Bakaba. Le colloque international sur l'œuvre de Sidiki Bakaba, débuté vendredi dernier, dure 3 jours. L'acteur, réalisateur, metteur en scène a réalisé une quarantaine de productions cinématographiques et une vingtaine de mises en scène et autant de rôles et d'interprétations dont les célèbres Pétanqui et Roue libre. Ma tête, il y a encore du travail à faire, même en chaise roulante. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20. Nous sommes en compagnie de l'actrice comédienne Nakissi Savané, avec qui on parle du Festilag, Festival international du film des lacs et lagunes. On vous retrouve, Madame Nakissi Savané. Vous avez vu le retour de Sidiki Bakaba? Oui, c'est très émouvant. Vous savez, il y a 3-4 ans, le Festilag a rendu hommage à Sidiki Bakaba parce que c'est un de nos pionniers. Et c'était dommage de le retrouver si loin de son pays. Nous lui avons dit que voilà, nous avions besoin de lui. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette initiative. Le festival, justement, a besoin de lui, comme vous l'avez dit. Et cette édition 2018 s'est achevée aujourd'hui. Tout à fait. Aujourd'hui, samedi, et plus de 33 films étaient en compétition, et avec des projections éclatées dans différentes communes d'Abidjan et de Grand Bassam. On va regarder ensemble ce reportage de Issa Chunoyeo et on en discutera par la suite. Les femmes sont très peu représentées dans les différents corps de métiers du cinéma en Afrique. Nakissi Savané, la présidente du Festilago, Festival international du film des lacs et des lagunes, veut inverser la donne. Pour cette 7e édition, elle a mis un accent particulier sur les femmes, d'abord en tant que féministe et ensuite en tant que comédienne. Une manière pour elle d'encourager les femmes à jouer les premiers rôles dans le domaine du cinéma tant en Côte d'Ivoire que sur le reste du continent. Au cours d'une table ronde organisée à Grand Bassam, des femmes appartenant aux différents corps de métier ont montré qu'elles n'ont aucun complexe vis-à-vis des hommes. De plus en plus, on voit des femmes, pas que actrices, mais des femmes réalisatrices. Et c'est la preuve que nous, les femmes, on sait faire des choses. On sait faire des choses que les hommes savent faire. Une femme qui vient dans ce milieu doit pouvoir avoir un peu de caractère. Il ne faut pas se laisser faire, en fait. Parce que déjà qu'on vient dans ce milieu, il y a déjà les préjugés qui sont là. Donc il ne faut pas le laisser, il ne faut pas donner l'occasion aux gens de mal nous traiter. Autre temps fort de cette 7e édition, c'est la présence de Souma Ardiouma, le délégué général du FESPACO, Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Une présence pour magnifier ce festival cinquantenaire qui a permis de booster le cinéma sur le continent africain. Voilà, Nakissi Savané, une 7e édition riche en activités. On l'a vu dans ce reportage de Issa Chunoyeo. Alors, quelles ont été les retombées en termes d'engouement, de participation? Vous avez vu tout à l'heure, au niveau des jeunes, il y a beaucoup d'engouement. Et au niveau du public, parce que ça fait quand même 7 ans que nous avons travaillé à réveiller l'amour du cinéma en amenant le cinéma populaire dans notre pays, parce que la Côte d'Ivoire a été un pays très cinéphile avant, donc nous avons envie que cela revienne, et depuis 7 ans, nous sommes allés partout pour et montrer des films. Quelles sont les retombées sur le terrain, l'impact sur le terrain? L'impact sur le terrain, vous avez vu tout à l'heure. Donc maintenant, partout où nous allons, en tout cas, le public vient massivement voir les films. D'accord. Alors, 33 films, je l'ai dit, sont en compétition cette année pour cette édition 2018. Dites-nous comment les films en compétition ont-ils été sélectionnés? C'est des films qui ont été sélectionnés à travers le monde, parce que le Festilag, ce n'est pas qu'un festival de films africains. C'est un festival international qui met des films du monde entier en compétition. Donc, il n'y a pas que les films africains, il y a des films français,
il y a des films américains, il y a des films arabes. Donc, il y a un jury... Voilà, il y a un jury international. D'accord. Alors, qui sont les lauréats pour cette édition 2018? Il y a plusieurs prix. Oui, il y a plusieurs prix. Le prix Jeune Public. Le prix Jeune Public, le prix du meilleur documentaire, le prix de la fiction, le prix Droits des femmes, le prix Jeune Public qui a fait son entrée cette année. D'accord. Et que deviennent les lauréats? Bénéficient-ils d'un suivi après le Festilag? Ils n'ont pas besoin d'un suivi du Festilag. Qu'est-ce qu'ils deviennent alors? C'est des réalisateurs déjà confirmés. Voilà, donc le fait déjà de venir dans notre beau pays et de participer. Vous voyez que le Festilag quand même est en train de prendre de l'ampleur. Il y a beaucoup de réalisateurs partout dans le monde, voilà, qui s'intéressent, qui veulent venir, voilà, parce que c'est quand même un festival qui est un peu spécial. C'est un festival... Quelle est la spécificité alors? Le cinéma par le peuple, voilà, amener le cinéma populaire dans le cœur du peuple, amener du glamour aussi dans le peuple. D'accord. C'est un mélange des deux. Et je reprends ma question, qu'est-ce que le Festilag a apporté au 7e art ivoirien? Nous, quand nous sommes arrivés à 7 ans, juste après la guerre, et les gens ne partaient plus au cinéma, on a vu que toutes les salles étaient fermées, et nous avons voulu relancer l'industrie du cinéma. On avait voulu travailler et faire en sorte que les cinémas puissent ouvrir. Mais pour que les cinémas ouvrent, il faut faire un travail en amont. Il faut aller reconquérir là où se trouve le public. Donc vous allez à la rencontre des populations. Donc, nous sommes allés à la rencontre des populations pour ramener les gens au cinéma. Nous avons même fait un programme spécial à l'époque qu'on appelait les réconciliés, qui partaient partout dans les quartiers, dans les villages pour réconcilier les gens avec le cinéma. Donc vous avez misé sur la proximité. C'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des salles qui sont ouvertes et les gens, quand même, commencent à aller au cinéma. D'accord. Cette année, le Festilag a rendu hommage à Soma Ardiuma, c'est le délégué général du FESPACO, Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou, un rendez-vous phare d'ailleurs du cinéma africain. Alors, y a-t-il volonté de rapprochement entre les deux festivals, les deux festivals? Tout à fait. Vous savez, le FESPACO, je me plais à le dire, nous sommes les petits-enfants du FESPACO. Donc le FESPACO, c'est un festival dont nous sommes tous fiers, c'est notre canne à nous. Moi, j'ai commencé à aller là-bas, j'avais 14-15 ans. Donc c'est un festival qui m'a élevée parce que partout où je partais dans les rencontres internationales, c'est avec ces personnes-là que je me trouvais. Des gens comme M. Adjouma Soma qui ont travaillé toute leur vie pour construire notre cinéma africain. Il apporte donc quelque chose au Festilag. Vous voulez quoi, bénéficier de son expérience? Tout à fait. D'accord. Donc nous sommes jeunes, nous avons besoin de leurs conseils et nous n'avons pas envie que ces personnes-là meurent et qu'après on vienne leur rendre hommage. D'accord. Nous avons envie de leur rendre hommage et les magnifier et parler du travail, reconnaître tout ce qu'ils ont abattu comme travail pour le cinéma africain de leur vivant. Et permettre qu'un jour que le festival soit comme le FESPACO et pourquoi pas le Festival de Cannes. C'est un rêve qui est permis. Nakissi Savané. On va rêver. Vous avez les moyens? Les moyens, c'est vous, c'est tout le monde, c'est la nation entière. Parce qu'un festival dans un pays, ce n'est pas une personne. D'où tirez-vous donc les moyens pour organiser le festival? Pour le moment, nous n'avons pas assez de moyens. C'est en cela que je me réjouis d'avoir l'opportunité cette année, l'implication de l'éducation nationale qui a porté le prix Jeune Public. D'accord. Et nous avons eu aussi le concours du ministère du Tourisme. D'accord. Alors, Nakissi Savané, aujourd'hui promotrice du Festilag, qu'en est-il de l'actrice qui nous a ébloui dans le 6e doigt d'Henri Dupac, dans Au nom du Christ de Roger Nyambala? J'ajoute enfin que vous avez vu dernièrement dans Frontières d'Apolline Traoré. Tout à fait. Moi, je continue de faire mon métier de comédienne. Mais à côté de ça, je fais le Festilag, voilà. D'accord. Et le Festilag qui pourra être un jour, pourquoi pas, comme le Festival de Cannes. Merci en tout cas, Nakissi Savané, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. On vous retrouve donc l'année prochaine pour la 8e édition du Festilag. Merci. Et vous dites que vous êtes une grande féministe.
Vous luttez donc pour accorder une grande place des femmes dans le 7e art. Oui, nous voulons que les femmes soient dans tous les corps du métier du cinéma. D'accord. Ce journal est terminé, vous l'avez compris. Je vous propose de nous séparer, pourquoi pas en image, avec cet extrait d'un des films projetés à la 7e édition du Festival international du film des lacs et lagunes, Festilag. Vive le cinéma ivoirien. Très belle soirée à toutes et à tous. ماما بتمشي السينما بس سبايدر مان وغير 20 درهم. سير وليدي تسخر سير. قادرة غادي حتى جمال ولد الخضار غادي. واش بقات لبوك على السينما قرايتي بعدا قرايتك.